Voilà, donc ça, c'est lancé. C'est parfait. Donc, l'agenda du jour, comme je le disais tout à l'heure, on va donc présenter cette étude qui a été donc commandée par la Fondation Roi Baudouin donc pendant 15-20 minutes, à voir si on déborde. L'idée derrière, ce serait finalement de voir comment vous interprétez ces chiffres. Quel est votre constat à vous sur le terrain, justement, sur cette question de l'utilisation des services essentiels? C'est des retours qui sont extrêmement intéressants pour nous, et puis même voilà, d'échanger entre nous, c'est intéressant. Alors, vu qu'on est assez nombreux, au début, on pensait faire ça en sous-groupe, mais finalement, on va peut-être faire ça plutôt en grand groupe, et on va utiliser un outil qui s'appelle WooClap, qui va vous permettre à tous de répondre en ligne. Et donc, après, voilà, on verra comment ça se passe. Nous, on va commenter les réponses que vous allez nous donner. Et puis, si jamais vous avez envie de prendre la parole et de réagir, ça sera bien évidemment possible. Donc, on va essayer de faire ça pendant aussi une vingtaine de minutes. Et pour finir, alors je sais qu'il y en a qui connaissent sûrement, mais on va aussi prendre un petit temps pour un petit piqûre de rappel pour montrer justement quelles sont les ressources qui sont disponibles sur la plateforme 1, 2, 3 Digit qui permettent d'accompagner justement les publics en difficulté sur cette question des services administratifs numériques. Ça sera donc pour clore le webinaire d'aujourd'hui. Donc, en guise d'introduction justement de l'intervention de Quentin et de l'étude qui va être présentée, juste un petit rappel que voilà, donc aujourd'hui on s'intéresse à l'utilisation des services essentiels numériques. Dans le baromètre qui a été publié par la Fondation, il me semble l'année dernière, on évoquait donc 3 niveaux de fracture numérique, donc ce qui est les inégalités en termes d'accès donc au matériel ou aux connexions Internet, les inégalités liées aux compétences et les inégalités en termes d'utilisation des services essentiels. Donc, c'est en 3 niveaux, on va dire, de fracture numérique. Et donc aujourd'hui, nous, on va s'intéresser plutôt à ce 3e niveau, qui est vraiment l'utilisation des services, même si dans l'étude, parce que j'ai parcouru les slides, il y a quand même un petit topo sur l'accès au début. Mais le gros du sujet, c'est donc l'utilisation des services essentiels. Donc là, on en arrive à l'étude. Donc je vais donner la parole à Quentin. Donc on s'est mis d'accord. Tu me dis quand je dois passer d'un slide à l'autre. Mais du coup, the floor is yours. Super. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là avec vous, très heureux de participer à un webinaire de WeTechCare, qui est pour nous un acteur vraiment important dans le paysage belge, qui vise surtout à soutenir tous les acteurs d'inclusion numérique, dont certainement un grand nombre d'entre vous font partie. Donc, pour me présenter rapidement, donc moi je suis coordinateur de projet à la Fondation Roi Baudouin sur les thématiques surtout en lien avec la pauvreté, mais pas uniquement. Et donc, dans notre grand programme pauvreté, l'inclusion numérique est un des thèmes sur lesquels on travaille depuis maintenant 4 ans. On a lancé plus ou moins une quinzaine d'appels à projets sur le sujet. Et en plus des appels à projets, des soutiens à des acteurs comme 1, 2, 3 Digit, WeTechCare et des outils qu'ils développent, on essaye aussi de mener des recherches ou sortir des publications qui permettent d'apprendre et diffuser une connaissance sur le sujet. Donc, comme l'a dit Vincent, il y a 2 ans, on a sorti un baromètre de l'inclusion numérique qui travaillait sur sur les 3 fractures. Et cette année, on a sorti ce n'est pas un baromètre, c'est une étude qui se concentre surtout sur la connexion à domicile et sur les services essentiels. Vincent, tu peux me passer. Donc, c'est une étude globalement qui repose sur. Donc, c'est une étude menée par l'équipe de Perrine Volcorn à Louvain-la-Neuve et qui repose sur des données d'Eurostat et de StatBel. Et c'est des données de 2020. Donc, c'est au début du Covid. Donc, c'est quand même un élément à prendre en compte parce que quand on parle des services essentiels, le fait que beaucoup de gens étaient forcés de prendre des rendez-vous au CPS, ailleurs, à distance, de faire une partie de leur administration, les données ont évidemment évolué. Et en 2022, sortira un nouveau baromètre mené par la Fondation, où là, on verra aussi les compétences, l'évolution des compétences. Et donc, nous, on est dans le programme, tu peux avancer, Vincent, on est dans le programme Pauvreté et Justice sociale, et donc on s'intéresse vraiment aux personnes les plus éloignées du numérique. Et donc, dans le baromètre qu'on a sorti
il y a un an et demi. Donc, vous avez les deux liens qui se trouvent dans le chat que je vous ai remis. Eh bien, on disait que 40% de la population belge n'était pas en mesure de faire ce qu'on leur demandait sur Internet. Ça, c'est 40%, ça faisait 3 millions quand même de Belges, donc ce n'est pas un petit phénomène. Et quand on zoome sur les publics les plus précaires, étant définis comme étant ceux qui ont un revenu le plus bas et ou un niveau de formation le plus bas, ce n'est pas 40% de la population qui ont une fracture numérique, mais c'est 75%. Donc, nous, c'est vraiment une attention sur le fait que, oui, potentiellement, on est tous exposés à la fracture numérique, nos parents, les personnes âgées, éventuellement nos enfants ou les jeunes, mais les publics précaires, ils sont encore plus exposés et la fracture numérique peut renforcer la fracture sociale et donc poser la question du recours aux droits. Voilà, alors dans ce que je vais présenter rapidement, il y a deux parties. La première partie, c'est la connexion à domicile. Donc c'est vraiment l'Internet fixe à domicile, ce qui ne veut pas dire que des gens qui n'ont pas d'Internet fixe à domicile n'ont pas d'Internet à la maison puisqu'ils peuvent l'avoir sur leur smartphone, mais comme vous le savez, on ne fait pas la même chose sur le smartphone, et puis ça peut éventuellement représenter des coûts cachés importants. Et la deuxième partie, c'est vraiment sur les services essentiels, donc tous ces services en ligne, est-ce qu'on y a accès ou pas? Voilà, tu peux avancer, Vincent. Donc, sur ce slide, qu'est-ce qu'on voit? Donc, la ligne verte, c'est qu'on voit que les personnes avec un revenu élevé, donc quand le ménage, donc pas les deux personnes ensemble, quand le ménage gagne plus de 3 000 € par mois, ben en fait, depuis déjà pas mal d'années, ces personnes sont quasiment toutes connectées à Internet. Là où il y a une progression importante, c'est la ligne rouge, c'est les ménages qui ont des revenus faibles. Donc, les ménages qui ont des revenus faibles en 2015, ben, seulement 60% d'entre eux avaient un Internet fixe à la maison. Aujourd'hui, on est à 81. Ça veut dire qu'il y a encore 19% des publics précaires qui n'ont pas d'Internet fixe à la maison. Donc, c'est toujours important quand on parle de moyenne, on voit c'est 91%. On peut dire oui, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a 9% seulement des Belges qui n'ont pas d'Internet à la maison. Mais quand on regarde les publics précaires, étant définis, comme je l'ai dit, je ne vais pas le rappeler à chaque fois, mais donc, étant des personnes qui ont un revenu et ou un niveau d'éducation les plus faibles, ben, il y a encore 19%, donc presque 20%, qui n'ont pas d'Internet fixe à la maison. Et comme vous savez, Internet, c'est la première porte d'entrée. Quand on n'a pas Internet, ben, on va aller chez son voisin ou à la bibliothèque. Et du coup, on va aller uniquement pour des usages très précis et on ne va pas développer ses compétences. Donc, l'accès a un lien direct avec la compétence. Ouais, tu peux encore avancer, Vincent? Ouais. Je propose que si vous avez des questions, les garde pour la fin, pour la table ronde dont Vincent a parlé, si ça vous va. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a deux grands facteurs, deux grandes variables qui expliquent le fait que les gens aient ou non un Internet à la maison, enfin, ou qui, en tout cas, sont des déterminants. C'est les revenus et la situation familiale. Donc, on voit par exemple qu'à Bruxelles, 25% des personnes qui ont un revenu égal ou inférieur à 1 200 € n'ont pas d'Internet fixe à la maison. Et on voit qu'en Wallonie, c'est 24% des personnes vivant seules qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas d'Internet à la maison. Donc ça, c'est deux variables importantes. Et on voit en dessous que les familles monoparentales, et ça, c'était déjà une leçon qu'on avait tirée avant, c'est que le fait d'avoir des enfants réduit la fracture d'accès. C'est-à-dire que du fait qu'on ait des enfants, de manière assez compréhensible, pour l'école, encore plus avec le Covid, etc., les enfants ont besoin d'être connectés et donc les familles avec enfants ont un beaucoup plus grand accès à l'Internet, même si ce sont des familles précaires. Mais après, une question qu'on n'aborde pas ici, c'est le coût. À quel coût? Parce qu'on peut, l'Internet peut manger une part importante du budget flexible. Voilà, tu peux tourner. Alors, quand on combine les deux, donc si on prend les personnes qui ont des revenus faibles et des personnes seules, ben, c'est plus 20 ou 24%, c'est 27% d'entre eux qui n'ont pas d'accès à Internet fixe. Et les familles monoparentales, je vous disais, ben, finalement, elles sont assez bien équipées. Oui, sauf que si on prend les familles monoparentales en général, ben, il y a seulement 3,5% en Wallonie qui n'ont pas accès à Internet. Mais si on fait un zoom sur les familles monoparentales avec des faibles revenus, c'est 8% d'entre elles qui n'ont pas d'accès à Internet. Voilà, on peut avancer.
Alors, donc c'est un peu la double peine, hein. Évidemment, famille monoparentale plus revenus faibles, c'est parmi les publics qui ont le moins accès. Donc, ce sera intéressant d'entendre lors de l'échange si ça fait écho à ce que vous observez sur le terrain avec le public. Alors, ici, les chercheurs ont distingué 4 types d'utilisation. Ceux qui n'utilisent quasiment pas ou jamais Internet et ceux qui l'utilisent beaucoup ou qui ont un usage varié. En fait, il faut distinguer la fréquence et le type d'usage. Donc, en gros, il y a 4 catégories. La non-utilisation, c'est facile, c'est ceux qui n'ont jamais utilisé Internet ou qui l'ont plus utilisé depuis au moins un an. Ça, c'est facile. L'utilisation limitée, c'est ceux qui font de 1 à 6 usages. Donc, par exemple, c'est envoyer un mail, aller sur les réseaux sociaux, payer une facture. Et puis, il y a l'usage standard, on fait encore plus de choses. Et puis, l'utilisation variée, c'est on fait vraiment beaucoup de choses différentes avec Internet, que ce soit sur smartphone ou ordinateur. Peut-être pour compléter, donc, si on parle de quelqu'un qui allait faire 15 fois la même action, on est toujours dans une utilisation limitée. Hein. Exactement. Et donc, ça, vous savez bien, donc il y a 3 types de fractures, comme l'a dit Vincent. La fracture d'accès, c'est pas avoir accès à Internet, pas avoir accès à un ordinateur ou un smartphone, ou une mauvaise qualité de connexion, ou une mauvaise qualité de matériel. La deuxième, c'est les compétences. Et la troisième, c'est les services. Ça, on va en parler. Mais les compétences, ça veut dire que si on fait, en gros, si on voit un jeune qui est tout le temps connecté, ça ne veut pas dire qu'il a une utilisation variée, évidemment, ce qu'il peut faire uniquement du jeu, ou du gaming, ou uniquement du réseau social. Et donc, ce qui est important pour développer ces compétences numériques, c'est d'avoir une palette assez variée d'utilisation. Voilà, on peut avancer. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est uniquement ceux qui n'ont pas d'utilisation, donc qui n'ont pas utilisé Internet pendant un an, ou qui ont utilisé Internet, mais pour un très petit nombre d'usages. Donc, uniquement de 1 à 6 utilisations différentes. Donc, ils font globalement tout le temps la même chose. Et on voit que ce sont les personnes avec soit les personnes âgées, soit les personnes avec des revenus faibles, soit les personnes avec un niveau d'études le plus bas, donc le secondaire inférieur, qui utilisent le moins Internet. Donc, en gros, le message, si on doit retenir un message, c'est que c'est le facteur revenu et le facteur formation qui va impacter le plus l'utilisation d'Internet, le fait de savoir ou non l'utiliser dans tout son potentiel. Ok, on peut avancer. Alors, ici, c'est encore un peu la même chose, mais en fait, il y a 3 catégories d'âge. Donc, au début, il y a les 16-24 ans, les 25-54 ans et les 55-74 ans. Alors, l'étude s'arrête aux 74 ans, on ne voit pas plus loin, donc on peut imaginer que la fracture numérique est encore plus importante, puisqu'on ne prend pas les personnes les plus âgées. Mais ce qu'on voit dans ce schéma ici, c'est que c'est à chaque fois les personnes qui ont le niveau de secondaire inférieur, qui soient entre 16 et 24 ans, entre 25 et 54 ans, entre 55 et 74 ans, qui ont l'usage d'Internet le plus faible. Donc, c'est vraiment le diplôme qui, avec les revenus, est le plus déterminant. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au service essentiel. Donc, qu'est-ce qu'un service essentiel? C'est un service en ligne qui est nécessaire pour faire ce qui nous est demandé aujourd'hui. Tu peux avancer, Vincent. Alors, peut-être juste pour préciser, je vais vous remettre dans le chat. À chaque fois, on a fait le baromètre et l'étude, et puis on a fait un zoom. Un zoom, c'est un 4 pages, donc c'est un résumé condensé. Peut-être que Vincent ou Thomas peuvent le mettre. En tapant Zoom sur Internet, vous tombez dessus. Et en fait, c'est vraiment les grands messages à retenir. Et ça peut être un outil soit de sensibilisation pour vous, éventuellement pour vos autorités, si vous travaillez dans un CPS ou dans une SBL au niveau communal, mais aussi pour la formation de ceux que vous accompagnez. Alors, au niveau des services essentiels, il y a 4 grandes catégories qui ont été étudiées cette fois-ci. C'est l'e-banking, l'e-commerce, l'e-administration et l'e-santé.
Alors, par e-santé, on entend tout ce qui est prise de rendez-vous chez le médecin en ligne, consultation du dossier médical global. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces données-là étaient prises au début du Covid, comme je le disais, mais donc avant tout ce qui était application Covid Safety Kit, etc. Et donc, il y a une autre étude qui est sortie par la Fondation Roi-Baudouin, par nos collègues qui travaillent en santé, et qui montre que la fracture numérique sur l'aspect santé reste importante, mais est un peu moins grande que ce qui a été mesuré ici, ce qui est logique puisque on apprend en faisant, et donc, étant forcé d'aller consulter, de faire des démarches en ligne, il y a une partie de la population qui maîtrise davantage ou qui a été sur ces sites. Ça ne veut pas dire évidemment que c'est le cas de tout le monde et qu'il n'y a plus d'inégalité numérique. Mais qu'est-ce qu'on voit si on regarde au niveau belge, donc au niveau de la Belgique dans la dernière colonne, l'année 2020, donc on voit 82, et là on voit que c'est 82% de la population qui maîtrise ou qui va régulièrement sur les sites d'e-banking. Ça veut dire encore 18% d'entre eux qui n'y vont pas. Il y a l'e-commerce, 71, et puis il y a l'administration, 68, et l'e-santé, 39. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est quand même tout ce qui est plutôt service privé, on va dire, site privé, mais il y a un plus grand accès que les services liés à l'administration. Dans le baromètre d'il y a 1 an et demi, baromètre de l'inclusion numérique, il y avait un chiffre qui était très interpellant, c'est que les personnes qui devaient faire des démarches administratives en ligne et qui étaient les personnes les plus précaires, c'était plus de 55% d'entre eux qui n'allaient pas dans leur démarche administrative jusqu'au bout, alors qu'ils devaient le faire. Et donc, là, c'est vraiment la question du non-recours, de ne pas avoir accès à certains droits, alors que on y a droit, et donc on n'a pas accès à ces droits parce qu'il y a une barrière numérique. Donc, globalement, on voit sur cette dernière colonne que tous les chiffres ont augmenté, mais ils augmentent plus fort à certains endroits, par exemple au niveau de l'e-commerce. Et donc ceux de l'e-santé, là aussi, sont finalement peut-être plus complètement à jour. Non, c'est comme je disais, hein, c'est des données de 2020, et donc, mais je vais essayer de vous retrouver l'étude qui a été menée par les collègues, qui là fait vraiment un focus sur la santé de manière générale, et donc aussi tout ce qui est e-santé. Ok, super. Je vous la mettrai dans le chat. Alors, l'accès aux services, de nouveau, on voit en gros en fonction, et ce n'est pas étonnant. Donc, prenons la première colonne, l'e-banking. Les 64%, c'est 64% de la population qui a un diplôme secondaire inférieur utilise l'e-banking, alors que ceux qui ont un enseignement supérieur, c'est 93% d'entre eux. Donc, on voit de nouveau que le diplôme est assez déterminant dans l'utilisation, la non-utilisation. Ce n'est pas spécialement le diplôme, ça peut être indirectement les revenus, ça peut être indirectement le matériel dont on est équipé, etc. Si on prend la dernière, donc toujours e-banking, mais la dernière ligne en jaune, on voit que ceux qui ont une utilisation limitée, seulement 56% d'entre eux font de l'e-banking. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 44% d'entre eux qui n'en font pas. Alors que ceux qui ont une utilisation variée, en fait, quasiment tous font de l'e-banking puisqu'on est à 96%. Voilà. Donc de nouveau, le taux d'utilisation varie en fonction du diplôme, du revenu et de la variété d'utilisation. Plus on est capable de faire beaucoup de choses, plus on aura accès à ces services. Alors, on peut passer à la slide suivante, où là, on parle des jeunes. Ouais. Et donc, on regarde 71% des jeunes. Donc là, on parle de jeunes qui ont entre 16 et 24 ans, utilisent peu ou n'utilisent pas Internet pour leur démarche administrative. Donc ça, c'est quand même assez énorme, parce qu'on pourrait se dire, les jeunes, ils sont digital native, et donc ils utilisent plus, etc. Non, non, pas du tout. Et on voit de nouveau que si on prend les jeunes avec un niveau de diplôme plus élevé, 25% d'entre eux, en fait, n'utilisent pas l'e-administration, alors que c'est 67% des jeunes avec un diplôme peu élevé qui n'utilisent pas. Donc, de nouveau, la variable liée au diplôme impacte fort. Mais globalement, les jeunes
utilisent assez peu les démarches administratives. Voilà, on peut avancer. Alors, tout ça est détaillé de manière... Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à ça, si possible? J'aimerais aussi un peu souligner le fait que les jeunes sont à l'école et qu'à l'école, quasiment, ils sont déjà conditionnés à ce que tout ce qu'ils font, leur démarche administrative est sur papier. Ils ont un journal de classe sur papier, ils ont des livres sur papier en masse qu'ils doivent avoir, ils ont des classeurs qui doivent classer sur papier. Donc, quand ils vont à l'école, de base, ils sont conditionnés à gérer leur manière administrative, pas via Internet, mais via sur papier. Et je pense que c'est ce qui influence beaucoup le fait qu'ils font très peu de démarches administratives via Internet. Et puis il y a l'intervention des parents aussi, j'imagine. Oui, il y a aussi l'intervention des parents, c'est ça, qui vérifient leur cartable, vérifient qu'ils ont bientôt leur classeur, achètent tout. Et je pense pas que, la plupart du temps, quand ils leur donnent accès à un téléphone, à la base, c'est pour qu'ils les appellent. Mais c'est très rare qu'ils se disent que voilà, mets Covid Safety Kit sur ton application ou mets It's Me sur ton application quand ils utilisent ton smartphone. Alors, on voit aussi, merci pour. Non, pas de souci. Pour le témoignage. Je vous mettrai aussi, donc, ça c'est plus du côté francophone, mais donc dans un autre programme à la Fondation, on travaille sur le fait de favoriser le recours au numérique dans l'enseignement. Donc il y a une stratégie de la Fédération Wallonie-Bruxelles en la matière, qui est vraiment préexistant à l'action que la Fondation Roi-Baudouin a pu mener là-dessus. Et nous, on a soutenu l'un ou l'autre projet un peu pilote qui accompagne les écoles dans le one-to-one, donc le fait d'équiper chaque élève du même matériel et chaque élève a un ordinateur. Et donc, c'est pour faire un peu écho à ce que vous disiez, où là, le but, c'est vraiment d'encourager des pratiques pédagogiques innovantes. Et aussi, on voit en fait qu'on amène le numérique, ça amène aussi un changement de pratique pédagogique qui est basé plus sur la collaboration entre élèves, mais aussi entre enseignants, sur la remédiation, parce qu'on peut corriger une série d'exercices en direct, etc. Donc, je vous mettrai aussi dans le chat une étude qu'on a sortie sur ce projet pilote. Et on va sortir une autre qui porte sur une quinzaine d'écoles qui ont été évaluées sur 2 ans. Je vous la mettrai, là, je ne pourrais pas vous la mettre dans le chat parce qu'elle n'est pas encore sortie, mais voilà, peut-être que ça intéresse l'un ou l'autre. On va faire le relais, ouais. Parce qu'il y a des liens, évidemment. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Ok, je transmettrai à Vincent qui pourra vous la partager. Merci. Voilà, mais donc ça casse un peu, le constat ici, ça tord un peu le coup à cette idée des jeunes digital natives et donc à l'importance de leur accorder toute l'attention sur le sujet. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, sur les bénéfices tirés de l'utilisation d'Internet. En gros, là, c'est finalement, Internet permet de traduire des opportunités, de traduire des possibilités en opportunités. Mais encore faut-il arriver à les traduire. Alors, si on va sur la... voilà, non, ça c'est bien. Là, on voit des différences assez importantes, puisque si on prend le tableau en bas à gauche, on voit qu'en Flandre, 40% des 14% des néerlandophones en Flandre arrivent à transformer, à tirer des bénéfices élevés ou très... En fait, je pense qu'il y a une erreur, c'est des bénéfices très élevés. Alors qu'à Bruxelles, on est à 13%, pour la Belgique, on a 12%, en Wallonie, non, pardon, je dis des bêtises. Donc, on est sur des bénéfices très élevés. En fait, il y a eu 4 catégories. Il y a les bénéfices faibles, bénéfices moyens, élevés et très élevés. Et donc, en Flandre, il y a plus de personnes qui arrivent à tirer des bénéfices très élevés d'Internet, alors que si on prend la Wallonie, il y a un plus grand nombre de personnes qui tirent des bénéfices faibles. Donc, ce sont des personnes qui n'arrivent pas en fait à transformer l'opportunité, la possibilité en opportunité. Et donc, de nouveau, on est plutôt sur des personnes plus âgées et des groupes socialement moins favorisés qui n'arrivent pas à faire, à traduire ce bénéfice, en fait. Et on voit quand même des différences régionales conséquentes. Alors, si on va sur la dernière slide, est-ce que la simplification numérique
est-ce que l'Internet aide à la simplification numérique? Mais, oui et non, mais si on prend simplement la ligne verte, où on voit donc la part d'internautes qui estiment que l'utilisation d'Internet permet de traiter des questions administratives. Et dans ce sens-ci, tel que c'est entendu par les chercheurs, ce n'est pas que les démarches administratives, mais c'est son administration de manière générale. Donc, c'est aussi les bankings, etc. Donc, dans quelle mesure, quelle est la part d'internautes qui estime que toute la charge administrative qui porte sur nous peut être plus facilement faite grâce à Internet? Et si on regarde la ligne verte et qu'on prend les plus de 3 000 €, donc des personnes qui sont socialement favorisées, eh bien, c'est seulement, on peut dire que d'une certaine manière, c'est seulement 56% des personnes aisées qui estiment que Internet leur facilite la vie. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une fracture numérique uniquement pour les plus précaires, mais que même pour les personnes relativement aisées, la question de la simplification administrative du fait qu'on puisse faire les choses sur Internet n'est pas tellement acquis que ça. Et donc, moi, j'aime bien prendre un exemple, c'est si je dois aller à l'administration communale, il y a 3 manières de faire. La première, c'est je fais la file et j'attends 45 minutes. En tout cas, dans mon service population, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est que je prends un rendez-vous en ligne et donc j'arrive à 9 h, je passe devant tout le monde parce que j'ai pris rendez-vous et donc ça me prend 15 minutes et je vais au guichet. La troisième manière de faire, comme moi j'habite à Bruxelles, c'est je vais sur Irisbox, j'imprime mon document et en 2 minutes je l'ai. Et donc il y a vraiment une version longue, une version moyenne et une version courte. Et en fonction de la capacité qu'on a à connaître ce qui existe et puis à utiliser, et aussi à avoir du matériel, puisque dans ce cas-ci, il faut par exemple une connexion Internet, une imprimante, eh ben, on peut se simplifier la vie ou non. Mais en tout cas, le message ici, c'est vraiment que cette simplification ne va pas toujours de soi, même pour les personnes les plus aisées. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Ouais. Je vais vous remettre un ou deux liens et puis je suis… Super, merci beaucoup Quentin. Je vais peut-être rajouter un truc par rapport à ce dernier point. Parce que moi, je l'avais compris aussi, peut-être avec une autre petite subtilité, ce slide-là, où du coup, simplification administrative n'est pas nécessairement simplification des démarches, dans le sens où une démarche en ligne, des fois, elle peut être complexe parce qu'elle va avoir aussi plein d'étapes. Comme quand je vais, je sais pas, au guichet de la commune, je vais devoir d'abord aller à un guichet pour poser une question, puis après on va m'envoyer à un autre guichet, puis après encore à un autre guichet. Bon, voilà, ça c'est complexe. Par exemple, je prends l'exemple, je veux télécharger mon certificat de vaccination. Alors en soi, c'est facile, il y a juste à aller sur Ma Santé et c'est sur la home page et je peux cliquer et j'y ai accès. Mais pour me connecter à Ma Santé, il va falloir que je trouve un moyen via le portail CSM de me connecter. Éventuellement, j'ai dû installer It's Me, qui est aussi une autre procédure qui est un peu complexe pour les gens en difficulté. Et donc, c'est plus la somme des choses qui fait que parfois, la simplification administrative, du coup, numériser des choses, ça ne les rend pas plus simples dans le sens où il y a quand même pas mal d'étapes à suivre. Ouais, je suis d'accord, mais pour moi, il y a aussi également autre chose. Hein. Ça dépend aussi de l'appareil qu'on utilise. On peut avoir Internet, c'est pas avoir un bon appareil. Et parfois, ça peut arriver qu'on a un téléphone qui se fait vieux et qu'on veut utiliser par exemple It's Me, hein, qui est pour moi un bon exemple parce qu'il est vraiment compliqué et que ça ralentit, que ça prend du temps, que il fait pas les bonnes démarches, qu'on nous demande de cliquer sur un lien, quand on clique sur un lien pour aller sur un site via le téléphone, il fonctionne pas très bien. Ouais. Et c'est vrai que tout ça, ça fait que la personne considère que c'est beaucoup plus compliqué qu'autre chose. Et j'ai même eu le cas récemment avec une personne qui avait besoin de se connecter via son It's Me, mais comme lui, il avait un souci dans lequel il pouvait même pas le télécharger parce que Google considérait qu'il n'était pas belge alors qu'il était bien devant mes yeux. Et si en plus de ça, on ajoute le fait qu'il leur demande 50 trucs à faire, pour lui, c'était plus de complications qu'autre chose. Et il en avait marre, quoi. Et ça lui donne pas envie après d'essayer de trouver un moyen. Ouais. D'où le constat où il y a quand même un travail déjà, je sais pas, d'ergonomie, de tous les personnes qui vont mettre en ligne des services du coup numérisés. Voilà, il y a cette réflexion de comment rendre le truc le plus simple possible en partant de la connexion jusqu'à l'utilisation du service. C'est effectivement des facteurs assez importants. Oui, mais désolé si je prends pas la parole, mais ce que je voudrais surtout ajouter, c'est que
pour nous, en tout cas, dans notre situation, nous, on pense surtout aux personnes qui ont des déficiences. Et donc, il y a des personnes qui sont malvoyants, il y a des personnes qui ont certains Clairement. soucis qui peuvent être motrices ou d'autres. Et eux, c'est encore beaucoup plus compliqué, alors que vraiment, c'est très important, hein, comme vous avez pu le constater. Ça facilite vraiment la vie d'avoir accès à Internet de manière administrative. Mais pour eux, c'est quasiment impossible de pouvoir utiliser ces applications qui, aujourd'hui, rendent vraiment facile plein de situations. Ouais. Clairement. Mais du coup, vu que je sais même pas qui c'est qui parlait en fait. C'est moi, c'est Marvin de l'ASB 3e. Ok, super, merci Mervyn. Je vois qu'il y a Freddy qui a levé la main, alors je vais peut-être lui laisser la parole. Si on veut réagir à ce qui vient d'être présenté, c'est le moment. Freddy. Oui, voilà. Moi, je me demande, est-ce qu'on étudie parfois la peur des gens d'utiliser Internet pour des services, tout simplement parce qu'on a peur d'un certain nombre de choses. La peur d'être arnaqué, la peur de tomber sur un mauvais site, le fait que beaucoup, il me semble qu'il y a quand même pas mal de sites qui ne respectent pas la protection des données ou des choses comme ça. C'est ça la question que je me pose. Ouais, Moi, j'ai l'impression que certaines personnes disent, moi, je ne vais pas là-dessus parce que j'ai peur. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Moi, je veux bien réagir. Je suis assez d'accord avec monsieur Freddy Tomiki. Ouais. Il y a le concept de la méfiance vis-à-vis d'Internet qui vraiment ne dépend pas du tout du revenu ou du niveau d'études. C'est vraiment la méfiance par rapport à la sécurité, justement, et aussi par rapport à ce qui se passe actuellement avec la crise du Covid qui a accéléré justement la numérisation des services administratifs. Et du coup, les gens n'ont pas eu le temps de prendre la confiance avec les utilisations numériques. Oui. Donc, je crois que moi, il y a une grosse. Dans mon public, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui sont vraiment méfiantes par rapport à la sécurité, donc qui ont beaucoup de questions sur la sécurité de leurs données. On peut se poser la question, est-ce que les autorités adéquates font quelque chose dans ce sens-là? Parce qu'il ne suffit pas pour moi de dire, si vous avez un problème, allez voir, consulter le site cfonweb, par exemple, .be en Belgique, mais je pense que ce n'est pas suffisant, dans la mesure où, en fait, vous avez quand même plein de privés, de sociétés, qui vous proposent de dire, je vais vous permettre de ne pas, de faire attention au ransomware, et je continue la liste comme ça, hein. On peut aller très loin, mais est-ce qu'il y a une action des autorités dans ce sens-là? Parce que si on peut protéger quand vous payez, est-ce que ce n'est pas le rôle des gouvernements, quelque part, de protéger les citoyens? Je pense qu'il ne le fait pas assez. C'est tout. Je pense. C'est une réflexion. Hein. C'est une bonne réflexion. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse directement à cette question. Moi, je pourrais donner à peu près une réponse, on va dire en quelque sorte, mais alors je peux comprendre que c'est très compliqué d'avoir confiance à Internet, surtout qu'il y a tellement de situations dans lesquelles on doit accepter des contrats qu'on ne lit même pas ou accepter des termes qu'on ne lit même pas et qu'on est obligé d'accepter pour pouvoir continuer à aller sur le site en question. Mais normalement, oui, il y a des services dans la police, des services qui sont vraiment centrés sur tout ce qui est des soucis qui se passent sur Internet ou tous les soucis qui se passent dans la cybersécurité. Il y a vraiment un service sur ça et si par exemple quelque chose qui n'a pas été respecté, c'est fortement réprimandé. Mais c'est vrai que oui, je peux comprendre qu'on peut avoir peur, qu'on peut avoir peur de ne pas se sentir en sécurité, que nos données fuitent, qui sont mal utilisées, ou ainsi de suite. Je dis ça tout simplement parce que quelque part, je constate qu'il y a des gens, je fais un atelier cyber, mais je constate qu'il y a des gens qui parfois, ils sont compétents pour y aller quelque part, d'une façon comme d'une autre, même si c'est réduit. Mais quelque part, ils hésitent tout simplement à cause de ça. Ouais. Oui, si je peux... Merci Freddy. J'avais donné la parole à Marc justement. Ah, c'est gentil, la merci. Main était levée. Vas-y. Merci. Non, je voulais ajouter, enfin, en complément, nous avons une expérience essentiellement avec les personnes âgées, donc de plus de 60 ou 65 ans. Et c'est là un des blocages, un des premiers blocages lorsqu'on dit à ces personnes, on va vous aider et vous allez pouvoir faire ceci et cela par Internet. C'est la première raison de blocage un tas de personnes âgées qui disent « Ah non, je ne veux pas parce que je n'ai pas confiance. J'ai peur de me faire arnaquer, j'ai peur qu'on vide mon compte en banque, etc. »
Et donc, c'est très, très difficile, même avec toute notre expérience et avec notre notre expérience, c'est très difficile de les convaincre de faire le pas. Et ce que j'explique aux personnes, je leur dis que si elles ont 60, 65 ans, elles ont encore une espérance de vie de plus de 20 ans, et que si elles ne font pas le pas, elles s'excluent elles-mêmes automatiquement de toute une série de services que leur offre la société, et qu'il est important pour elles de faire le pas et justement de faire l'effort nécessaire pour se connecter au numérique, ce qui inclut le fait qu'à un certain moment, oui, ben, il faut faire confiance dans les outils. Les outils ont été développés, les outils tels que It's Me, etc. Je vois une réaction de Jeanne, que je connais aussi, concernant la méfiance de It's Me. Ben, ces outils ont été développés effectivement avec un grand souci de confidentialité et pour éviter les arnaques, etc. Mais comment convaincre justement les personnes, et surtout les personnes âgées, que ben, vous pouvez utiliser It's Me sans problème. C'est un des gros problèmes qu'on rencontre. Et que fait la société? Ce n'est pas avec des bateaux peints qu'on va résoudre ce problème de confiance des gens vis-à-vis du numérique et du bancaire. Merci Marc pour ce témoignage. Il y avait peut-être Quentin, je voulais te redonner la parole peut-être. Ouais, moi, je voulais faire le lien en fait. Pourquoi est-ce que la Fondation Rabaudouin a été chercher il y a quelques années WeTakeCare et que la plateforme 1, 2, 3 Digit a été lancée? Bon, ils l'ont fait eux-mêmes, donc, mais avec le soutien de la Fondation. C'est parce qu'à nos yeux, justement, il est nécessaire d'avoir du matériel pédagogique qui vulgarise, qui simplifie les démarches, qui les explique. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que, par exemple, en Wallonie, il y a beaucoup de PN qui sont un peu les pionniers, enfin, certains sont là sur le sujet, mais que si chacun réinvente la roue, et si chacun fait un module sur comment faire sa première inscription sur It's Me, ben, en fait, il y a beaucoup d'énergie qui est dispersée. Et donc, c'est important, non pas de centraliser, mais en tout cas d'avoir l'un ou l'autre acteur avec cet acteur social, avec cette expérience du social et de l'inclusion numérique, et qui puisse mettre des outils à disposition. Et je pense que ça fait le lien avec ce que Thomas et Vincent ont expliqué après sur la plateforme. C'est vraiment d'avoir des modules qui sont des terrains de jeu où on peut faire un faux paiement, on peut revenir en arrière, on peut avoir des explications, etc. Et beaucoup d'entre vous, vous parlez de la crainte ou des craintes qui sortent. Et nous, on n'est pas des experts à la Fondation sur le sujet. On soutient beaucoup d'experts, dont vous, enfin ceux qui ont bénéficié de soutien, et c'est vous les acteurs de terrain. Mais ce qu'on voit et ce qu'on comprend, c'est que l'inclusion numérique, c'est 80% d'humain et 20% de technique ou de numérique. Et donc, dans l'humain, c'est entre autres de mettre les personnes en confiance sur leurs compétences, sur l'intérêt du numérique. Et finalement, qui sont les meilleurs acteurs pour travailler sur ce lien de confiance? C'est les acteurs de proximité que vous êtes. C'est des personnes qui vous connaissent déjà, que ce soit des seniors, des jeunes, des femmes, des migrants, tous ces publics, chacun avec leur spécificité, vont aller toquer à différentes portes d'acteurs de première ligne. Parce qu'en fait, quand on est en fracture numérique et qu'on est dans un milieu précaire, si 75% des personnes autour de soi est en fracture numérique, ça veut dire que quand on va aller demander de l'aide, 3 fois sur 4, l'entourage, qui est le premier réseau d'aidants, l'entourage va dire moi, je ne sais pas t'aider. Et donc, soit la personne s'arrête en disant mais c'est trop compliqué, personne ne sait m'aider, soit la personne va voir le club sportif social, la maison de quartier, la maison de jeunes, l'association qu'ils connaissent depuis toujours. Et c'est là que vous jouez un rôle important sur cette mise en confiance et remettre les gens, remettre le pied à l'étrier. Et ça, je pense que c'est un peu évident ce que je vous dis. Mais du coup, aussi de pouvoir après faire le lien avec des formations plus longues ou travail de compétences. Et c'est là que la plateforme 1, 2, 3 Digit joue aussi son rôle dans la mise en relation au niveau d'un territoire, au niveau de la commune des Verts ou au niveau de la commune de Palissol. Qui sont les autres acteurs qui peuvent donner des formations plus longues? Qui sont les acteurs de terrain de première ligne
secoue de deuxième ligne, etc. Donc, je pense que c'est toute cette chaîne d'accompagnement dont vous faites partie, mais qui reste à construire, à renforcer, à outiller, à financer, à former. Voilà. Super, merci Quentin. Je vais peut-être donner la parole. Il y a deux mains en l'air et puis après, on va passer au petit questionnaire qu'on a préparé. Peut-être Coraline. Oui, bonjour. Donc voilà, dans le chat, j'ai mis une série de ressources, justement, qu'est-ce qui existe pour parler de toutes ces peurs par rapport à la sécurité en ligne. Et en fait, c'est pas moi qui les ai inventées. C'est suite au workshop que j'ai suivi avec vos partenaires, donc Technofuturis, justement, qui était intitulé... Attendez, excusez-moi, je le reprends. Donc, c'était justement comprendre et diagnostiquer cette précarité numérique, mais il y a une pratique et de posture de comment en discuter justement avec les personnes qui sont en face de nous. Donc, voilà, je vous le conseille, c'était assez chouette. Et donc, à l'issue de ce petit workshop, on a reçu toute une série de liens utiles. Je remettrai les liens également dans le mail que j'enverrai suite au webinaire d'aujourd'hui. Merci Coraline. Peut-être un dernier mot de Marvin, rapidement. Oui, moi je voulais simplement reparler de cette fameuse peur du numérique que je comprends tout à fait, mais moi je pense vraiment que comme a essayé un petit peu d'expliquer Quentin, il faut vraiment que certains centres qui ont beaucoup à faire avec des personnes qui sont âgées ou qui comprennent pas l'informatique, de leur expliquer c'est quoi les risques, mais aussi de savoir leur expliquer quelles sont les choses parce qu'ils ont très peur des arnaques, et je pense qu'il faudrait un petit peu leur expliquer comment fonctionnent certaines arnaques, parce qu'il y a certaines arnaques qui ne demandent pas d'être un expert en informatique, hein. Il y a par exemple une arnaque très connue, surtout en ce moment, qui s'appelle le phishing, qui est juste donner un lien à une personne modifiée, hein. Donc, par exemple, le O de Facebook va être remplacé par un 0, et la personne va cliquer sur ce fameux lien, on va lui demander de se connecter, et lui va se connecter sans savoir qu'en fait, quand il appuie sur se connecter, il envoie un mail à la personne qui a créé ce faux site internet, et cette personne va recevoir un mail avec ses identifiants. Et ça, c'est des choses que les personnes âgées ne savent pas et qui pensent qu'en fait, ils viennent de se faire hacker par une personne qui a fait toute une série de codes, qui est entrée dans leur ordinateur et qui a réussi à trouver caché dans leur dossier leur mot de passe, alors que la personne a juste créé une sorte de camouflage. Et moi, je pense qu'il faudrait un petit peu apprendre à ces personnes les différentes minuscules petites techniques, les petites choses qu'ils doivent essayer d'éviter, afin que quand ils utilisent Internet, ils se sentent plus rassurés et ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ne pas se faire avoir. Et je pense que c'est notre responsabilité à nous de leur apprendre ce genre de choses. Ça, c'est clair que c'est un des arguments finalement pour motiver les gens, de dire finalement de se former, on va s'armer soi-même pour être plus à même de reconnaître ce type d'arnaque justement, ou d'être du coup plus compétent pour trouver son chemin, on va dire, sur l'Internet. Merci en tout cas pour toutes les interventions. Je vous propose de passer à peut-être un petit tour de table un peu plus numérique pour le coup. J'ai préparé une espèce de questionnaire. Il va y avoir deux moyens en fait de participer à ces questions. L'idée, c'est que finalement tout le monde puisse répondre. On est 44 et si on donne la parole à tout le monde, on va être là encore tout l'après-midi. Mais l'idée, voilà, c'est que vous puissiez tous répondre aux questions en même temps. Puis là, on va pouvoir commenter rapidement ce qu'on voit affiché à l'écran. Donc, comment ça marche pour participer? Soit vous avez l'option, je vais répondre aux questions via mon téléphone et donc je scanne le QR code que je vois à l'écran. D'ailleurs, je peux faire la petite manip en même temps que vous. En général, maintenant, via l'appareil photo du GSM, on peut scanner et du coup ouvrir un lien. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Normalement, si vous scannez le QR code, vous voyez un écran comme ça, donc WooClap, avec une barre bleue avec écrit « Levez la tête ». Il n'y a pas de question pour le moment. Donc, si vous avez ça sur votre téléphone, c'est tout bon. Et le deuxième moyen, je vais vous le partager dans le chat. Donc, c'est d'utiliser le lien que je vais mettre tout de suite maintenant dans le chat. Donc, en cliquant sur le lien que je viens juste de mettre, vous arrivez sur la page que je partage à l'écran en ce moment. Donc pareil, avec écrit un peu de patience, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais ce sera via cet onglet que vous pourrez répondre aux questions. Et moi, dans ma présentation, j'ai un écran qui centralise toutes les réponses. Si jamais ça ne marche pas chez vous, il n'y a pas de souci, je vois qu'il ne reste que 10 minutes, donc ce n'est pas grave. Regardez ce qui se passe. Si vous voulez répondre plutôt à l'oral, il n'y a pas de souci. Je vais du coup avancer vers les premières questions. Je répète juste, deux moyens de se connecter, soit en scannant le QR code, soit en cliquant sur le lien que j'ai mis dans le chat, et les questions vont apparaître tout de suite.
Donc, la première question que je voulais vous proposer, c'était finalement en réaction à ce dernier slide que je trouvais quand même assez intéressant. La simplification administrative par le numérique, est-ce que c'est égal à simplification des démarches? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, les questions ont été posées à d'autres personnes pendant l'étude, mais je voulais un petit peu avoir votre avis. Donc, on voit, ça monte, ça descend. Oui, non. On n'arrive pas très loin d'un 50-50. Pour l'instant, on a 22 réponses. Je laisse encore un petit peu répondre. 50-50, c'est magnifique. Le non l'emporte. Attention, oh là là, que de suspense. Je laisse encore quelques instants pour les derniers pour répondre. Okay, donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. De toute façon, là, c'est juste voir votre avis. Donc, ça continue de bouger. On n'est pas très loin, on va dire, quand même d'un 50-50. Et donc, ce que je vais vous demander après, c'est la question est assez simple, c'est pourquoi. Je propose d'arrêter cette question-là. Donc voilà, 53% d'entre vous pensent que oui, 47% plutôt non. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, alors je ne vais pas donner la parole à tout le monde, mais si vous voulez du coup expliquer pourquoi, d'après vous, c'est plutôt un avantage, vous pouvez remplir des informations dans la colonne rose, pardon, et si c'est plutôt non, expliquer le pourquoi dans la deuxième colonne. Je me montre rapidement pour ceux qui en auraient besoin comment on fait pour répondre. J'écris, admettons, moi je pense que j'ai un petit menu déroulant en haut qui me permet de choisir dans quelle colonne je veux mettre mon message. Plutôt oui, j'explique pourquoi je choisis la colonne pourquoi oui. Si c'est des inconvénients que je veux mettre, je choisis l'autre option. Puis j'écris mon message et du coup, on voit les choses apparaître. Ensuite, à l'écran. On l'a déjà dit tout à l'heure, il y a problème de sécurité. Je lis en même temps ce que je vois apparaître à l'écran. Donc, les avantages, rapidité, simplification, rapide. Donc, encore la rapidité. Ça arrive plusieurs fois. Gain de temps, effectivement. Okay, j'ai du mal à lire parce qu'il y a pas mal de choses qui apparaissent en même temps. Si je n'ai pas le temps aujourd'hui de tout parcourir, je mettrai aussi, j'exporterai ces réponses et je les mettrai dans le mail que je vous enverrai suite au webinaire. Ce sera peut-être plus clair. Je vois que le temps file, hein, c'est pour ça. Peut-être qu'on va déborder de 5-10 minutes si les gens restent et ne sont pas rongés par la faim. Donc, je parcours quelques inconvénients. Un problème de compréhension du français, trop complexe pour se connecter, ça on l'a évoqué tout à l'heure. Parfois, finalement, c'est vrai que la démarche en elle-même, elle va être simple quand on est sur le site, mais d'abord, il faut pouvoir s'y connecter. Et parfois, il faut avoir créé un compte, par exemple, ou il faut avoir utilisé une application tierce comme It's Me. Et ça rend finalement le process complet un peu plus compliqué. La crainte, on en a parlé tout à l'heure, manque de matériel. Je vois que le français revient plusieurs fois. Besoin d'un ordinateur, encore matériel. Trop de manipulation avant d'arriver et obtenir ce que l'on souhaite. Voilà, c'est ce que je viens de dire. OK. Est-ce qu'il y a encore des nouvelles choses qui apparaissent? Non. Alors, je ne vais pas tout lire vu qu'il ne reste plus que 5 minutes, si c'est OK pour vous. Et je vous partagerai je pense que je peux exporter ça sous forme d'Excel. Donc, ce sera peut-être intéressant de vous partager ça à tous. En tous les cas, pour nous, c'est très intéressant de voir justement vos réactions par rapport à ça. Et je vous propose de passer à la question suivante. Dans l'étude, hein, on a mis l'accent sur certains grands groupes de services essentiels, donc notamment le e-banking, tout ce qui est commerce en ligne, administration en ligne et la santé. Du coup, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est sur quel service vous recevez, vous, le plus de demandes. Et donc, c'est le même concept que tout à l'heure. Pour répondre, vous pouvez choisir plusieurs options. Alors, je précise, si 90% de vos demandes portent sur l'e-banking et que 2 fois dans l'année, on vous a posé des questions sur la santé, peut-être choisissez que le e-banking, ça sera plus intéressant en termes de résultats. Mais donc, pour répondre, il suffit de sélectionner et ensuite de cliquer sur « Valider ».
Je vois qu'on a déjà une trentaine de réponses. Donc, ouais, ce qui ressort, 75% d'entre vous, e-administration. Ça fait peut-être un peu écho avec l'étude. Hein. Peut-être que vu qu'on voit que beaucoup de gens utilisent le e-banking, même si c'est pour des utilisations simples, peut-être qu'il y a moins de demandes dessus. J'interprète comme ça à la volée. Hein. On pourra, c'est largement perfectible ce que je dis, j'imagine. Mais intéressant de voir que ouais, l'e-administration, c'est quand même le sujet sur lequel vous recevez plus de demandes. OK. Je vois qu'il n'y a plus de réponses qui apparaissent. Et ce que je vais vous demander maintenant, un peu le même concept que tout à l'heure, essayez peut-être de détailler. Alors du coup, quand on vient vous voir sur le e-administration, c'est quoi clairement les questions? Quelles sont les demandes ou les besoins récurrents sur ces sujets? Donc, le concept est le même que la question de tout à l'heure sur le oui, non, pourquoi. Vous pouvez choisir finalement ici par rapport à quel, quand vous cliquez là sur le menu déroulant, vous pouvez choisir pour quel type de service vous voulez proposer une réponse. Donc là, si je veux répondre les besoins récurrents sur l'e-administration, je vais choisir e-administration. Et puis là, j'explique que par exemple, moi, on me sollicite beaucoup sur Irisbox par exemple. Et je peux cliquer sur envoyer et ça apparaîtra dans le tableau. Donc, je vois, OK, Covid Safety Kit pour la santé. Je vois qu'il n'y a rien du tout dans le e-commerce. Et donc, administration, titre de séjour, demander une réduction de précompte immobilier, gérer leurs abonnements. Et ça, alors je ne sais pas quel type d'abonnement, mais j'imagine des abonnements à des connexions Internet, peut-être GSM, ce genre de choses. Obtenir des documents, connexion mutuelle, rendez-vous à la commune, comment se connecter, compléter une déclaration fiscale. Ça, j'imagine que c'est un gros morceau. Problème de connexion, ok, ouais, comme It's Me. Indeed, pour les recherches d'emploi, effectivement. L'orientation scolaire, donc ça va tout ce qui touche à la parentalité. Irisbox, voilà, c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure. Et même des choses assez basiques, imprimer des preuves de recherche d'emploi. Ok, il y a pas mal de choses. Trouver un itinéraire sur la SNCB ou la tech. Ok, c'est super intéressant ça. Je reparcours rapidement ce que vous avez indiqué dans le e-banking, donc payer ses factures, faire un virement, voir son solde. Alors pour moi, c'est du pain béni celui-là parce que c'est quelque chose justement qu'on traite sur la plateforme 1, 2, 3 digits. On en touchera peut-être à un mot rapidement tout à l'heure parce que je vois qu'il est déjà 58. Je vais essayer quand même de tenir le timing, faire un virement. Voilà, toutes ces choses-là, c'est on va dire les compétences de base liées au e-banking. It's Me connexion sur smartphone, consulter ses virements. Ah ok, donc là il y a e-santé, ça doit être plutôt dans votre colonne. Je regarde rapidement le e-commerce, donc achat de logiciels peu cher. Ok, ah ouais, ça c'est un sujet intéressant. Pouvoir faire des achats, se faire livrer à domicile. Ok. Est-ce que des nouvelles réponses arrivent? J'ai pas l'impression. Je vais du coup passer à la suite. Donc définitivement, hein, je vous partagerai ça finalement dans l'Excel. Je pense que ça sera le plus simple pour parcourir ça peut-être à tête reposée. La dernière question, alors ouais, j'explique pourquoi je la pose. On a un projet qui va être très axé sur le e-banking et Quentin le connaît. Donc on a reçu des financements pour justement développer et accompagner les acteurs de terrain sur ce sujet-là. Et donc, je profite de ce webinaire pour vous demander peut-être à vous, qui accompagnez sur cette question du bancaire, quels sont vos besoins, vous, pour mieux accompagner justement sur ce sujet-là. Alors, c'est un peu un champ libre, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et pour nous, c'est une base d'informations intéressante à prendre en compte pour justement nos études et notre travail sur ce sujet. Donc, pour répondre, c'est assez simple. Voilà, vous écrivez mon besoin, vous pouvez noter ce que vous voulez et vous cliquez ensuite sur valider en bas. Et ça apparaîtra normalement sous forme de liste. Si d'ailleurs quelque chose qui a été ajouté par quelqu'un vous paraît très intéressant, je vois que vous pouvez liker également.
Je vais faire apparaître ça sous forme de liste. Voilà. On peut faire plein de choses avec ça, des nuages de mots. Magnifique. Peut-être que la liste, c'est plus lisible. Je vois quelque chose qui ressort, la responsabilité en tant qu'accompagnateur. Ça, c'est quelque chose aussi qui nous est remonté et qu'on prend en compte toute la dimension finalement liée à l'éthique. Comment je me positionne quand je dois manipuler l'argent de quelqu'un d'autre ou l'aider justement dans la gestion de son budget. C'est quelque chose d'assez sensible et il y a un vrai sujet là-dessus. Je vois la sécurité, on l'avait déjà évoqué tout à l'heure. Jusqu'où peut-on aller? Ça, je pense que ça rejoint aussi un petit peu cette question de l'éthique. Ok, je vois un site e-learning des banques concernées. Ok, donc créer du matériel finalement pédagogique par banque, si j'interprète ça correctement. Une aide pour les personnes malvoyantes. Il y a à nouveau le secret professionnel en bas, je vois, donc l'éthique revient quand même plusieurs fois. Ok, c'est super intéressant. Je vois qu'il n'y a que 16 réponses, donc si vous voulez encore répondre, je laisse ça ouvert. Je vais peut-être, vu qu'il est déjà midi 2, déjà vous remercier pour votre participation et d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vais juste rapidement je vais prendre 2 minutes pour vous remontrer où est-ce que vous pouvez trouver sur la plateforme 1, 2, 3 Digit justement des ressources pédagogiques qui peuvent vous permettre d'accompagner soit en individuel, soit jusqu'à aller organiser des ateliers collectifs de formation pour des personnes, pour un accompagnement plus sur la durée et avec toujours cette optique de faire monter en compétence les gens. On l'a dit tout à l'heure, même pour des seniors qui ont encore 10 ou 20 ans à vivre, effectivement, il est toujours temps de se former pour gagner en autonomie principalement. Et donc, je me dirige directement sur la plateforme 1, 2, 3 Digit. Alors, j'imagine que certains d'entre vous la connaissent déjà. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Je vais aller vous montrer directement où se trouvent les ressources pédagogiques. Donc, quand on clique dans la barre de menu tout en haut, accompagner les publics, on va avoir accès à une option qui s'appelle toutes les thématiques. Alors, on a également d'autres filtres qui nous permettent justement d'accéder à différents types de contenus. On voit d'ailleurs e-santé, banque en ligne, administration en ligne. Je donne déjà des pistes. Là, volontairement, je vais cliquer sur toutes les thématiques pour un petit peu avoir un aperçu global. Et donc, je vois finalement toutes les thématiques qui sont traitées sur la plateforme. Et ce qui fait écho au sujet d'aujourd'hui, donc plutôt les services essentiels en ligne, ce qui serait intéressant, c'est plutôt l'administration en ligne, la e-santé, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la banque en ligne. Et je n'en oublie pas, je pense que c'est surtout ces trois. Donc, on a aussi d'autres catégories qui sont intéressantes, comme les compétences numériques de base, qui est quand même assez fournie sur la plateforme. Je vais peut-être juste ouvrir chacune de ces trois catégories de contenu, banque en ligne, e-santé et administration en ligne, pour que vous ayez juste un aperçu bref de ce qu'on trouve comme type de module dessus. Banque en ligne, vous allez trouver justement un module qui s'intitule comment faire un virement, comment réaliser des opérations bancaires avec son smartphone. On l'a évoqué tout à l'heure, le fait de s'entraîner, c'est quand même un élément clé pour prendre en main un outil. Et là, ce qu'on propose, c'est finalement un environnement factice. Alors, vu qu'il est factice, il ne correspond pas exactement à ce que la personne va utiliser, mais en tous les cas, c'est un bon moyen de s'entraîner, peut-être de faire un premier pas, parce que justement, je ne peux pas faire d'erreur. Si je me trompe, il n'y a pas d'impact, je ne vais pas perdre de l'argent ou ce genre de choses. Je vais peut-être d'ailleurs l'ouvrir. Hop. Je prends quelques temps. Si jamais vous devez partir, finalement, on peut se dire, enfin, vous pouvez y aller. Je continue juste à prendre quelques minutes pour quand même donner un peu plus de détails, parce que si je ne montre pas, finalement, je pense que ça c'est pas super clair. Et donc, le module s'intitule « Effectuer des opérations bancaires sur mon smartphone ». À l'intérieur, on va retrouver, je vais très brièvement, pas mal d'informations finalement théoriques sur la banque en ligne et qui peuvent justement permettre de motiver les gens en mettant l'accent sur les avantages. À quoi ça va me servir. Alors, on essaie toujours de travailler en proposant finalement des situations qui vont être très reconnaissables par les publics qu'on accompagne.
Et de manière générale, les contenus 1, 2, 3 digits sont très basés sur le concept de l'analogie. Donc, on va essayer de faire des liens entre des concepts un peu techniques et des concepts de la vie courante qui vont peut-être justement permettre d'une meilleure compréhension d'un sujet qui, de prime abord, va paraître un peu complexe. Donc, il y a tout un volet, on va dire, voilà, avec des informations plus ou moins théoriques. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais peut-être montrer un exemple. Se connecter à votre banque, je vais peut-être choisir, voilà, faire un virement. Donc, on va se retrouver dans une situation où on va donc accompagner une personne qui souhaite faire un virement. Et donc, on va être propulsé dans un environnement, comme je disais tout à l'heure, factice. Donc, on a une personne qui envoie son téléphone et on doit l'aider à payer sa facture. Et on doit du coup manipuler cet outil pour aider cette personne à faire son virement. Donc là, on va devoir chercher le compte. Après, on va recevoir une facture. On va devoir rentrer la communication structurée et le montant de l'opération. Donc voilà, un outil pédagogique qui permet de s'entraîner sans faire d'erreur, on va dire, qui pourrait avoir une conséquence financière désagréable. Et donc, voilà, intéressant à utiliser auprès des publics qui sont justement un peu, comment dire, hésitants. Voilà pour ce module-là. J'essaie d'aller vite, mais en même temps quand même que ça serve à quelque chose quand même un peu précis. On a développé un autre module sur les paiements mobiles avec Payconic, qui est essentiellement, comment dire, orienté autour de tutoriels vidéo. Alors, je peux peut-être l'ouvrir très rapidement ici. Donc, on explique dans des tutoriels. Alors, il y a un peu d'explication. On va dire un peu théorique, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on peut trouver l'application, où est-ce qu'on peut la télécharger, etc. Et après, on explique rapidement finalement quelles sont les premières étapes pour se connecter et pouvoir l'utiliser pour effectuer des paiements. Donc, tout se passe au format vidéo. Et après, voilà, on donne des exemples, comment on fait pour rembourser des amis, comment on fait pour en payer une facture et ce genre de choses. Et on a utilisé aussi, on a remis dans ce module finalement un ensemble de vidéos qui ont été développées par Payconic même, qui sont peut-être pas tout le temps faciles à trouver sur Internet, donc on les a aussi recentralisées ici. Voilà pour ça. On propose aussi des contenus tiers sur la plateforme 1, 2, 3 digits, donc qui n'ont pas été développés par notre équipe de développeurs, mais voilà, soit qui existent déjà sur Internet ou qui ont été développés par des utilisateurs. Je trouve quand même celui-là est intéressant. Donc, on a DemoBank, qui est aussi un outil intéressant. Donc, c'est un simulateur bancaire qui a été développé par Wikifin. Et donc, quand on l'ouvre, il me semble qu'il y a un compte courant avec 2000 € dessus. Et quand on peut réaliser des opérations, on peut faire des virements, puis après on voit l'argent, enfin le solde du compte courant qui baisse. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans le cadre d'un accompagnement. Voilà, en proposant différents scénarios. Voilà pour cette ressource. Je vois qu'il est déjà 8, donc je vais quand même terminer juste rapidement les deux autres thématiques intéressantes. Je vais juste mentionner les modules. Donc, dans administration en ligne, vous allez retrouver des modules comme créer son compte avec It's Me, où là, pareil, on a des situations où on va de simulation, où on va accompagner quelqu'un qui veut installer l'application, et donc on va du coup voir étape par étape, dans le cadre d'un scénario, comment ça se passe. On a également créé un module sur les clés numériques CSAM, donc, qui est le portail d'entrée finalement de tous les services administratifs en Belgique. Donc, également un sujet important. Ici aussi, c'est basé beaucoup sur des tutoriels vidéo. Et on a un dernier module qui porte sur la carte EID, voilà, comment on peut l'utiliser pour des services dématérialisés. Voilà pour cette thématique de l'administration en ligne. Et dans la e-santé, on a créé quelque chose sur justement le Covid Safe Ticket, l'utilisation de l'application Covid Safe, mais pas que, comment on fait finalement pour se promener avec son certificat de vaccination sur son téléphone, donc en passant par l'application ou pas. On a traité un peu les deux sujets. Et donc là, pareil, on est plutôt sur un format tutoriel. J'ai beaucoup parlé. Je vais resynthétiser ça dans un mail pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Mais en tous les cas, voilà, je vous ai montré où ça se trouve sur la plateforme. Je vous ai donné un bref aperçu de ce que vous pouvez y trouver pour l'accompagnement justement autour de ces services essentiels. Donc maintenant, je vous invite à les utiliser et à les regarder par vous-même. Je retourne sur ma présentation. Donc, pour clôturer ce webinaire,
Déjà, un grand merci pour votre participation et un grand merci à Quentin d'avoir pris le temps de parcourir les slides et de vous retranscrire finalement les résultats de cette étude. Et pour ma part, je vous transmettrai finalement tous les liens là, qui sont dans le chat. D'ailleurs, j'y pense maintenant et je vais le sauvegarder. Voilà. Tous les liens qui sont dans le chat. Je vous partagerai également les différentes réponses au petit questionnaire que je vous ai proposé en ligne, qui peut être intéressant pour vous. Et je vous remettrai le lien vers différents modules que j'ai justement évoqués à l'instant, qui se trouvent sur la plateforme 1, 2, 3 Digit. Et voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. On vous proposera d'autres webinaires dans les semaines et dans les mois à venir. Donc, ce n'est pas un au revoir définitif, j'espère à bientôt. Et en tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter via nos adresses de contact 1, 2, 3 Digit. D'ailleurs, je peux te demander à un de mes collègues de mettre l'adresse dans le chat. C'est déjà fait, je le remets. Super, je vous souhaite encore un bon appétit et merci à tous pour votre participation. Et je vous dis à très bientôt. Belle journée à tous. Merci, au revoir. Et je coupe l'enregistrement.